On est comme toujours chez Tochies, Jean-Pierre, entre l'érudition musicologique, l'histoire américaine et un climat de roman noir, alors totalement assumé. Oui, alors d'abord... Là aussi, il y a de la porosité entre les deux. Il y a de la porosité. Alors d'abord, je voulais dire une chose, c'est qu'on a choisi volontairement un fort volume, James E. Burke, qui est ce qu'on aime bien lire sur la plage en bronzant et encore dans la page, je sais, on n'a pas signé. Et puis, je trouve qu'en vacances, c'est aussi le bon moment pour prendre un livre dans sa poche, se balader avec et le lire doucement. Et c'est pour ça qu'on a pris, qu'on peut appeler une plaquette, c'est né avec un article de Vanity Fair. Pour moi, c'est un testament de Nick Toschi, à qui l'on doit 4 romans policiers prodigieux, plusieurs livres sur la musique absolument extraordinaires. Dont une biographie de Jerry Lewis. Et on sent que c'est un article prolongé où il met tout ce qu'il a à mettre. C'est-à-dire qu'en fait, il raconte tout simplement que, en gros, cette musique qui va s'appeler rock'n'roll, d'ailleurs, il a des mots très durs pour certains groupes. Quand il parle, par exemple, des Beatles, il dit, c'est au départ, c'était un groupe de filles avec des, on va dire, avec des couilles, voilà, c'est ce qu'il dit. qui a après appris à faire de la musique. Quand il parle de Elvis Presley, il dit, bon, il a mis du temps. Lui, il s'arrête juste avant. Et il parle d'une période où, en gros, on est dans le banditisme, mais le banditisme dans le sens qu'on est en dehors des lois. On se vend des chansons pour rien, on les rachète pour rien, on se monte les uns sur les autres, mais comme il dit, avec une certaine correction. On est entre bandits. Pas bandit d'honneur. Un type à qui on dit vous avez volé une chanson, il dit écoutez, on n'a jamais volé d'argent à personne, on avait tous des choses à vendre, on les achetait. Moi, une fois j'en ai acheté une pour rien à X et j'en ai vendu une que j'avais très très bien, She's So Fine, après à un autre pour presque rien. Et il y a des moments totalement extraordinaires. D'abord parce qu'il y a des énumérations hallucinantes et qui sont presque musicales sur les maisons de disques, qui a changé de label et tout. Puis tout d'un coup, au détour d'une phrase, vous allez lire, à la fin d'une longue citation qui est presque une discographie, des pièces qui tintent à l'intérieur du grand jukebox incandescent bakélite. Une avalanche de pièces s'abattant dans la rue depuis une fenêtre au 9e étage. Oui, c'était une grande époque. Car elle voit cette époque de bandits un peu comme on voyait le milieu de la boxe à cette même époque, comme un milieu extraordinairement vivant, où il se passait des choses extraordinaires. Il y a un moment extraordinaire aussi, où un type de chez Warner veut récupérer Van Morrison, qui va devenir un chanteur qu'on sait. Oui. Alors, il sait qu'il va rencontrer des gens qui, comme dit Peter Toshi, qui sont du côté obscur. Donc, il donne rendez-vous du côté obscur, et il a un chèque à donner. Les types doivent lui donner le contrat de Van Morrison. Alors, il dit, vous avez le chèque? Il dit, oui. Il dit, vous avez le contrat? Oui. Il est signé? Oui. Et à ce moment-là, ils échangent le chèque et le contrat. Et il se dit, ouais, mais dès que je suis sorti d'ici, je vais prendre un coup de barre de fer. Et il saute par la fenêtre du 3e étage et il file mettre le contrat au coffre chez Warner. Donc on est dans un monde ahurissant, mais avec une morale autre qui fait d'ailleurs penser à la morale des bandits qu'on a connus nous. Mais si je prends une autre citation, je peux pas m'en empêcher. Il interviewe Yves, qui n'est pas un personnage très recommandable des fois. Et il dit, à qui on dit qu'il a volé beaucoup de gens. Les gens racontent comment on les a volés. Personne ne les a volés. Je n'ai jamais volé personne, pas plus qu'un grand nombre de gens qu'on a accusés. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, tout le monde proposait ce qu'il avait à vendre. Donc c'est un monde à la morale simple. Et lui dit à un moment, au moins ce monde-là, je le comprenais. Je comprenais que dans mon quartier, à cause des bandits, à cause des gens bien, mais du fait qu'on était une petite famille, eh bien la vieille dame qui dormait au 1er étage était heureuse. Elle était plus protégée aujourd'hui que dans ce monde global. C'était peut-être un monde de gangsters, il avait ses règles, mais dans nos petits villages, on continuait à vivre comme avant, comme ailleurs. Et je trouve ce petit livre... En plus, maintenant qu'on a Internet, on peut écouter les chansons, vérifier si un Hound vient bien d'une autre chanson présente, vient d'une chanson précédente. On est à la fois dans un cours de musicologie et puis sur un passé révolu, pas si lointain, ce monde où les immigrants étaient encore entre eux et étaient en train d'un côté de bâtir la bande dessinée, de l'autre côté de bâtir la musique avec des moyens de fortune. Et là, encore une fois, il n'y avait pas de major. Elles arrivaient avec Warner et les autres, mais c'est un monde qui échappe à tout, puisqu'au départ, le premier disque rock qu'ils veulent faire chanter, c'est à Frank Sinatra. Le deuxième, c'est à Tony Bennett, échec absolu. Donc, les grands n'ont pas encore compris ce que ça représente. Un jour, ils vont le comprendre, et pour lui, c'est le glas du rock. Et des fois, je me dis que c'est le glas de la révolte du rock. Bien sûr que le rock existe après, bien sûr que le rock continue, mais c'est le moment magique et il le raconte mieux que personne parce qu'on a l'impression que lui-même s'est arrêté à ce moment-là et qu'est-ce qu'il ressasse maintenant alors qu'avant il le racontait, c'est que c'était the magic moment, comme disaient les drifters dans le Brill Building.
Nick Tosches, réserve ta dernière danse pour Satan aux éditions Alien.